Je dirais 1983. La sortie du Retour du Jedi, parce que moi c'était le début de mon adolescence et bon, j'avais vu les deux précédents en salle aussi, mais le Retour du Jedi c'était vraiment le premier où on avait vraiment la pleine mesure de l'univers Star Wars, extrêmement spectaculaire. On attendait énormément ce film parce qu'on était resté sur l'Empire contre-attaque avec des questions en suspens et on savait que ça allait être le dernier de la trilogie, qu'il y aurait sans doute plus de Star Wars avant longtemps. Et je me rappelle vraiment d'être allé en salle ce jour-là, c'était au Gaumont Convention dans le 15e arrondissement avec mes parents, vraiment extrêmement tendu, nerveux, hyper excité. Et j'ai jamais ressenti depuis cette sensation en allant voir un Star Wars dans les autres films que j'ai vus après, ni même avant. Le premier Star Wars de 77, je l'ai vu en salle et j'étais excité comme un gosse, mais j'avais 6 ans. Donc on n'a pas encore conscience de toute l'importance que peut avoir ce genre de moment. Alors que le Retour du Jedi, là j'en avais 12 ans et demi, et là vraiment j'étais à fond dedans et c'était un énorme kiff de s'asseoir dans la salle, de voir les rideaux se tirer et de voir voilà, Star Wars, le Retour du Jedi. Ça m'a vraiment profondément marqué. Donc je dirais 1983. On va dire 1999, du coup avec la prélogie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le moment où du coup la franchise Star Wars repart en fait pour justement pour désormais presque 20 ans et bientôt 40 de plus, on va dire. 1981, l'Empire contre-attaque, forcément. Pour pas me répéter, je dirais vraiment la fois où j'ai vu Star Wars en premier, quoi. C'était aussi un super souvenir, voilà, des sensations de magie, de merveilleux, etc. Le pire souvenir, je ne vais pas être très original, hein, c'est la menace fantôme. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont raconté ça, cette excitation totale en s'asseyant dans la salle et en voyant le logo Star Wars, le thème de John Williams, le menu déroulant, les premières images, et puis cette excitation qui s'effiloche petit à petit au fur et à mesure que le film avance. Et passer la première demi-heure, là, le sentiment d'être tout d'un coup devant un film d'un ennui insondable. Et là, après autant d'attentes, la déception était totale. On l'avait vu en Écosse avec des copains à Édimbourg, je me rappelle. Et il a fallu beaucoup de pintes de bière après pour oublier. Le meilleur, il est peut-être en deux temps. Il est d'abord en 2012 avec l'annonce du rachat par Disney. Je suis à ce moment-là dans un comic shop à New York et j'apprends la news avec le patron du comic shop qui se met à hurler, à sortir dans la rue pour annoncer la nouvelle aux gens. Donc ça reste un souvenir assez marquant et assez drôle. Et en plus, quelques mois plus tard, travaillant pour Panini Comics, j'apprends que je vais travailler sur Star Wars et devenir rédacteur en chef de Star Wars Insider. Donc personnellement, c'est vraiment un grand moment. Et après, le pire souvenir, ça reste peut-être 99 avec le visionnage de la menace fantôme qui reste une grosse déception pour moi. Le meilleur souvenir, je pense que c'est la première vision d'un film sur grand écran, donc là encore 1980. Le pire souvenir, hélas, 1999, je suis allé voir La menace fantôme à Londres et j'ai été très déçu. Mon plus beau souvenir avec Star Wars, c'est le premier film. C'est en 77, la vision du premier film. On n'attendait pas du tout à voir ça. Je pense que peu de gens s'attendaient à voir ça. Et ça a fait la réussite de Star Wars ensuite. On était habitué à une autre vision de la science-fiction. Et là, George Lucas et Star Wars a tout bousculé et a révolutionné d'une certaine manière le storytelling avec Star Wars. Alors, mon meilleur souvenir avec Star Wars, c'est quand j'ai revu dans l'épisode 7 Chewbacca, qui est un de mes personnages préférés. Mammifère, de l'espace, moitié primate, moitié canidé également. Il a des traits, on parle de mosaïque de caractère, donc c'est un personnage intéressant. Et j'ai eu vraiment plaisir de le revoir en fait dans l'épisode 7. Un génie, voilà, un génie. Quoi qu'on ait pu lui reprocher par la suite, à juste titre, c'est un génie. Voilà. En ce qui me concerne, il a été un de mes héros d'enfance. Il a bâti un univers dans lequel je me suis totalement projeté, qui m'a inspiré, qui m'a nourri.
il s'est battu pour imposer cet univers, ça n'allait pas de soi, et il l'a créé, bon, on le sait, avec une myriade d'influences, mais à partir desquelles il a créé quelque chose de nouveau, de neuf. C'est quelque chose qui n'a pas de prix aujourd'hui, qui est devenu quasi inexistant à Hollywood. Et voilà, c'est un génie, même quand on voit ses films d'avant, THX 1138, American Graffiti, c'est un monsieur qui est pétri d'influences cinéphiliques, qui a eu un génie technologique absolu, qui a créé des nouvelles technologies, en tout cas qui a poussé à la création de nouvelles technologies pour que ces films se fassent. Et voilà, c'est un démiurge comme il y en a eu peu à Hollywood, et un génie. Visionnaire, on pourra critiquer plein de choses, on pourra juger à quel point on aimerait voir les anciennes versions des films, des choses comme ça, mais reste cet esprit de synthèse de plein de choses qui donne Star Wars et et ILM et la performance capture avec Jar Jar Binks, et on peut faire une liste comme ça qui n'a quasiment pas de fin du nombre de choses, le travail sur le son aussi, c'est incroyable, c'est visionnaire. George Lucas, c'est celui qui a tout initié et puis qui est fan de Disney, donc même s'il n'est plus là, il est encore là. C'est ce que je dirais de lui. Je vais pas être très original, l'Empire contre-attaque, suivi de très près, je dirais, par Rogue One, qui m'a complètement sidéré formellement. Même s'il n'est pas exempt de quelques défauts. Mais voilà, je dirais l'Empire contre-attaque comme Rogue One, ce sont deux films dans lesquels je perçois quelque chose d'obscur, quelque chose des éléments assez sombres que je n'ai retrouvé dans aucun autre Star Wars. Et c'est deux films que je ne me lasse pas de revoir. Je reste un fan inconditionnel de l'Empire contre-attaque, comme beaucoup. Ça va faire crier un peu, mais je crois que je place juste derrière en fait le Réveil de la Force, pour lequel j'ai un amour entier et total, je trouve vraiment exceptionnel. Mon film préféré pour l'instant, c'est l'Empire contre-attaque. J'attends beaucoup des derniers Jedi, mais je pense quand même que le moule est un petit peu cassé et que voilà, les premiers films sont vraiment indépassables et on aimerait bien les revoir en version d'origine. Ça a beaucoup progressé ces dernières années. La vulgarisation scientifique au début était un sujet un petit peu mis de côté, je dirais. Les chercheurs se concentraient sur leur sujet de recherche. Et avec les évolutions de la société, on comprend aujourd'hui que c'est clairement nécessaire de faire partager la science au plus grand nombre. Et donc la vulgarisation scientifique est devenue quelque chose d'obligatoire et donc de très important pour que la science puisse continuer de progresser. Tout dépend, j'ai envie de dire, de la génération et de l'intérêt qu'ils ont pour la science-fiction, parce que j'utilise beaucoup la science-fiction dans le processus de vulgarisation des sciences. Et en fait, ça dépend si on a des lecteurs de science-fiction ou des fans d'univers comme Star Wars ou de films. Mais en général, la diffusion des connaissances ou la vulgarisation des sciences fait partie intégrante de notre travail. Nous, en tant que chercheurs CNRS, on se doit d'expliquer en fait les notions complexes que l'on manipule devant tout type de public. Non, je pense pas. Au contraire, ça apporte énormément de manières de collaborer déjà entre chercheurs. Aujourd'hui, on est capable je suis dans des réseaux qu'il y a 20 ans, je ne pouvais pas imaginer au point de vue collaboration entre chercheurs. Et bien sûr, en médiation directe aussi avec le public, les professionnels. Et donc ça a une valeur inestimable. Et comme tout média de communication, il faut bien sûr faire attention à ce qui est dit et vérifier les informations qui transitent sur les réseaux. Ça, c'est un petit peu comme la force dans Star Wars. Il y a le côté lumineux, il y a le côté obscur. Eh bien, et les deux sont toujours présents, il faut essayer de rester du côté lumineux. Alors c'est vrai qu'Internet c'est le grand tout, donc on trouve de tout et sur Internet des complotistes, mais aussi d'excellents youtubeurs, vulgarisateurs et médiateurs scientifiques. Donc je pense qu'à chacun aussi de prendre du recul et d'analyser en fait les données que l'on utilise ou que l'on lit
regarde en fait sur Internet. Mon personnage préféré, je pourrais dire que dans les anciens, c'est R2-D2. Je m'intéresse à l'IA et à la robotique, donc je vais choisir des robots. J'ai aussi un petit penchant pour C3PO, qui a un historique extrêmement important au niveau de ses origines. Et puis le petit dernier, BB-8, qui est rigolo. Mais devant sans regret R2-D2. J'aime bien Obi-Wan, le côté ermite aussi sur Tatooine. Il est dans l'utilisation sage en fait de la force et dans la transmission, c'est ce que j'essaie aussi un petit peu de faire en transmettant en fait les notions scientifiques quand je fais de la diffusion des connaissances. Je me prends pas pour Obi-Wan, mais voilà, c'est un des personnages sympas en fait de la saga. Kylo Ren, c'est un personnage passionnant parce qu'il est plein de colère et en même temps on sent qu'il y a plein de choses à faire. Pas de mais. Han Solo. Han Solo, c'est le loser magnifique, c'est le vaurien, celui qui foire tout à un certain moment mais qui reste quand même à avoir la princesse à la fin, donc j'aime bien gagner à la fin. Ah, Anakin. Han Solo aussi. Je pense qu'il en ressortirait un compte en banque bien garni pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'il serait... En tout cas, je le féliciterais d'avoir vendu à Disney pour se débarrasser d'une charge épouvantable, parce qu'être un démiurge, qui en plus réussit son monde, c'est difficile. Donc il a passé le bébé. Je pense que pour sa santé mentale, le principal est fait. Tu es mon père. Moi je suis convaincu et j'espère que Rey est en fait la fille incestueuse de Luke et de Leia. Moi je rêve que ce soit la fille de Luke. Et dans une BD, je ne sais plus très bien laquelle, j'ai vu que Luke avait épousé la dernière des Sith. Donc j'espère que c'est ça et que ça expliquera plein de choses. Rey est la fille légitime de Han Solo avec une bombasse qu'on n'a jamais vue dans aucun des films et qu'on espère un moment voir.